Allez, aujourd'hui on va parler d'Elliot Ness. Elliot Ness, vous le connaissez presque tous sous cet aspect-là, là ou encore là. Dans le film Les Incorruptibles, on nous vend l'histoire d'un policier quasi-héros à qui on doit presque en totalité la chute d'Al Capone. Mais aujourd'hui on va casser quelques mythes et on va s'intéresser à la véritable histoire d'Elliot Ness. Elliot est né de parents norvégiens. Il étudiera ensuite à l'université de Chicago, dont il sortira diplômé en droit et économie. Après quelques petits boulots, il retournera ensuite à l'université étudier cette fois-ci la criminologie. Cette décision changera à jamais son destin et celui de pas mal de gangsters. En 1927, Elliot Ness rejoint le département du Trésor, qui travaille alors conjointement avec le bureau de la prohibition de Chicago. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que c'est la ville où résidait notre gangster favori? Je ne crois pas. Le 4 mars 1929, Herbert Hoover devient le 31e président des États-Unis et il n'a alors qu'un objectif, faire tomber Capone. Le gouvernement fédéral envisageait alors deux possibilités pour le faire chuter. Premièrement, l'évasion fiscale et deuxièmement, la contrebande d'alcool illégale. C'est de ce deuxième aspect que sera chargé Elliot Ness. Seulement à cette époque, c'était pas aussi simple que papa dans maman. Rappelez-vous, dans la vidéo d'Al Capone, j'explique à quel point la police de l'époque était corrompue. Et on ne parle pas de la corruption de 2 ou 3 agents, mais de la majorité des forces de police de l'époque. Du coup, la première mission d'Elliot Ness, c'est de monter un groupe d'hommes de confiance. Et pour ça, Elliot décide de piocher non pas dans les forces de police, mais dans celles des services du Trésor. L'effectif de base prévu est de 50, mais sera réduit à 15, pour enfin arriver à 9 individus. À partir de là, l'objectif de Ness est simple, démanteler les distilleries clandestines et les routes d'approvisionnement de Capone. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs efforts vont payer. En à peine 6 mois, Ness déclare avoir détruit pour $1 million de produits illégaux. Les dégâts pour Capone sont colossaux, à tel point qu'il essayera plusieurs fois d'acheter Elliot Ness sans résultat. La presse apprendra la tentative de corruption et le refus d'Elliot Ness de se laisser acheter. Elle en fera ses gros titres. Les Incorruptibles voient le jour pour la première fois aux yeux de toute la ville. À défaut d'avoir réussi à l'acheter, Al Capone essayera par la suite de faire assassiner Elliot Ness, mais c'est malheureusement un de ses amis proches qui en subira les conséquences. Le travail de ces hommes affaiblira énormément Capone, mais c'est Frank J. Wilson qui viendra mettre le coup de grâce. Une fois Capone en prison, Elliot Ness décide de faire une demande d'entrée au FBI, et contre toute attente, elle sera rejetée par J. Edgar Hoover en personne, qui n'est autre que le directeur du FBI. Il sera promu chef du bureau de prohibition de l'Ohio en 1934. Pas de bol, en 1935 c'est la fin de la prohibition. Du coup c'est un peu comme être un marchand de saumon, et puis l'année d'après il n'y a plus de saumon. Ça c'est de l'analogie de beau gosse. Du coup en 1935 il part à Cleveland pour y mettre fin à la corruption endémique des forces de police et moderniser les services de pompiers. Obsédé par son travail, Ness s'éloigne peu à peu de sa femme, Edna, qui demande le divorce en 1938. Là-bas, il s'enterrera dans ce qui sera l'enquête la plus atroce de sa carrière, le bûcher de Cleveland. Cette enquête ne sera d'ailleurs jamais résolue. Martin L. Sweeney reproche alors à Elliot Ness son incompétence. Martin L. Sweeney, c'était l'adversaire du maire de Cleveland. Et Elliot Ness soupçonne son cousin d'être le fameux tueur en série. Mais faute de preuves, il finira par abandonner. Mais c'est surtout l'alcool qui est alors son pire ennemi. S'en suivra peu de temps après un accident de voiture en état d'ébriété. Nous sommes alors en 1942. Elliot Ness n'est pas renvoyé, mais c'est tout comme, et il démissionnera peu de temps après. Il partira alors pour Washington, où il continuera de démonter plusieurs réseaux de prostitution implantés autour des bases militaires. En 1944, il démissionne pour devenir président d'une société de fabrication de coffres-forts sans succès. Elliot Ness traverse alors une crise financière importante et sans dette. S'ensuivra un second divorce, puis un troisième mariage. En 1947, il tente de devenir le maire de Cleveland, mais Elliot Ness souffre d'une dépendance à l'alcool qui va tout sauf en s'arrangeant. Il échoue et est contraint de vivre de petits boulots. Il sera notamment vendeur de livres dans une librairie, ainsi que vendeur en électronique. En 1953, une lueur d'espoir s'offre à lui. Il est engagé par une entreprise spécialisée dans la contrefaçon. Il doit pour ça déménager en Pennsylvanie. Elliot Ness a alors une femme et un fils adoptif du nom de Robert. Mais sa dépendance à l'alcool ne fait qu'empirer. Le 16 mai 1957, à l'âge de 54 ans, Elliot Ness meurt d'une crise cardiaque, déclenchée par des années de stress, de lutte contre le crime, mais surtout d'une grande dépendance à l'alcoolisme. Le livre qui le rendra célèbre dans le monde entier sera publié à peine 1 mois après sa mort, et la série télé phare, Les Incorruptibles, démarrera à peine 2 ans plus tard. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, écrasez-moi ce bouton de like. Montrez-lui qui est le patron. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez un très bon week-end. Vous êtes awesome. Do it! Just do it!